notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Baptiste Bis de la Nouvelle République. On a le plaisir d'accueillir. Bonjour Baptiste. Bonjour Oriane. Merci d'être avec nous. On commence, Alexis Corbière, par la nouvelle loi antiterroriste. Les députés ont commencé à l'examiner hier après-midi. C'est une loi qui renforce les moyens de renseignement pour prévenir les actes terroristes et qui renforce aussi le contrôle des condamnés pour terrorisme à leur sortie de prison. Pourquoi vous vous opposez à ce texte ? Parce que vous dites gentiment, la nouvelle loi, de fait c'est une nouvelle loi, mais franchement c'est la reproduction de textes, de la logique de précédents textes. On en est à 36 textes, je crois, en 35 ans qui concernent on en a 20 textes depuis 1986. Oui, mais il y a entre les lois sur la délinquance, les lois sur le terrorisme, qui sont toujours la même philosophie, la restriction des libertés. Nous, on aimerait qu'on ait une discussion, une réflexion en termes de stratégie de lutte contre le terrorisme, contre ce terrorisme islamiste en particulier, mais sur le terrorisme en général. Et on a parfois l'impression qu'il y a une surenchère verbale au nom du fait qu'il faut agir pour, en quelque sorte, envoyer des messages à nos concitoyens. On restreint des libertés, on généralise des choses, par exemple les visites domiciliaires, je l'évoquais hier, sur les 149 visites domiciliaires qui ont lieu depuis 3 ans, 148 n'ont absolument servi à rien, et là seulement on a été utile, sans doute que du renseignement, du bon vieux renseignement à l'ancienne aurait été tout aussi efficace. Donc on ne donne pas assez de moyens à ce qui est utile dans la lutte contre le terrorisme, notamment des moyens humains par exemple. On développe, alors il y en a eu des moyens humains sous ce quinquennat, il y a eu près de 2000 effectifs supplémentaires pour le renseignement intérieur. Notamment sur la plateforme Pharos, c'était l'objet d'un grand désaccord à l'époque avec le ministre Darmanin il y a peu de temps, ou même ses prédécesseurs. On a été un peu entendu parce que nous pensons que c'est ce type de dispositif qu'il faut aider. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs législatifs qui existent, auxquels il faut donner des moyens humains, qu'il faut évaluer. C'est aussi la faiblesse de ce texte. Est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été adopté il y a encore moins d'un an ? Et on est parfois dans des textes qui se superposent et qui ont assez peu d'efficacité. Donc ça nous amène à vouloir avoir cette discussion et qui amène, et je trouve que c'est pour ça que c'est très politique, mais politicien au sens négatif du mot, ce que fait le gouvernement, c'est que sitôt que nous faisons des critiques, on a eu Dupond-Moretti qui est arrivé et qui nous a dit qu'en gros on était du côté des assassins, des islamistes. Moi, je trouve que quand il était avocat, c'était acquittator. Depuis qu'il est ministre, c'est insultator. Franchement, il fait que ça. Il est assez grossier, je lui ai dit hier. Le style, c'est l'homme, dit-on. C'était Buffon qui dit ça. Le sien est reconnaissable. Franchement, c'est assez vulgaire. Sitôt qu'on le critique, Sa Majesté a toujours raison. Et sitôt qu'on le critique, on est du côté des assassins. On est anti-flic. Ça, c'est surtout Darmanin qui fait ça. On est du côté maintenant des terroristes islamistes. Enfin, c'est insupportable. Et quand on aime le Parlement, et je le dis en plus parce qu'il faut défendre le Parlement, je le dis à plusieurs titres, et au passage, je rappelle que ma collègue Bénédicte Taurine, encore parce que comme députée est allée à côté de paysans, elle s'est fait secouer et brutaliser. Mais quand on aime le Parlement et qu'on est ministre, quand on a l'opposition face à soi, on la respecte, on essaie d'écouter où sont les critiques et on ramène pas, comme je disais, des arguments tellement simples qui ne s'adressent qu'à des esprits simplistes, à savoir, si vous me critiquez mon texte, si vous voulez un bilan des 35 lois antiterroristes et contre la délinquance de ces dernières années, c'est que vous êtes du côté de ceux qui égorgent nos concitoyens. Franchement, c'est vulgaire et insultant. On va y revenir sur le fond de cet essai avec Baptiste. Alors, vous, concrètement, vous proposez quoi, quand même, pour répondre à cette menace terroriste qui est permanente ? Parce que nous disons, comme outil supplémentaire. Notamment renforcer nos services de renseignement, c'est assez important. C'est ça qui est déterminant, vous savez, c'est l'information. Tous ces algorithmes aujourd'hui qu'on nous propose ont assez peu d'efficacité, d'autant qu'ils sont mis entre les mains aussi de différentes agences qui sont liées aux États-Unis et qui sont liées notamment à la CIA. Donc tout ça. Mais pour vous, ça suffit le renseignement humain ? Il n'y a pas des, notamment sur ce qu'on appelle les signaux faibles, il n'y a pas besoin d'algorithmes et de plus pour détecter ces signaux. Mais c'est assez peu efficace. Justement, ce que je demande, c'est qu'on évalue ce qui a d'ores et déjà été mis en place. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les différents attentats dernièrement qui ont été déjoués, les visites domiciliaires que j'évoquais, je crois qu'il y a eu, là aussi, sur les 58 ou 59 attentats qui ont été déjoués, franchement, dans l'ultra grande majorité des cas, 58, je crois, c'est du service de renseignement qui a permis de les déjouer. Donc, donnons les moyens à ce que ça ait lieu. Recrutons des gens. Encore plus que les 2000 déjà recrutés. Oui, sans aucun doute. Et donnons-leur aussi des moyens de travailler. Vous savez, là, ils viennent d'arriver, les 2000. Essayons de voir qu'est-ce que ça produit véritablement. Mais surtout, ne restreignons pas nos libertés publiques. Je sais bien que nos concitoyens, à juste raison, sont inquiets de la situation. Mais c'est pas en créant une gigantesque loi des suspects qu'on va régler le problème. Et moi, c'est pourquoi j'ai trouvé que même le texte, on n'a plus le temps de développer, mais ce qu'on appelait séparatisme ou renforcement des principes républicains, était plus un texte, comment dirais-je, pour blesser, humilier
oublier nos concitoyens de confession musulmane sans aucune efficacité contre le terrorisme, qui vise à s'introduire dans des associations cultuelles, alors que l'esprit même de 1905, la laïcité, c'est que précisément il y a une stricte séparation entre l'État et le cultuel, mais on veut faire croire que comme ça on va être plus efficace. Mais là vous avez employé l'expression de loi des suspects. Pour vous cette loi c'est une loi des suspects? Oui, c'est une loi des suspects. Elle est assez peu efficace parce qu'elle crée le sentiment que même qu'on va surveiller les gens, qu'on va pouvoir débarquer à toute heure et qu'on va mettre tout le monde dans une situation de contrôle généralisé de ce qu'ils font, alors que tout ça, notamment à travers des algorithmes sur les réseaux, alors que tout ça est assez peu efficace. Par contre, recrutons des gens, pourquoi pas même, on aura compris, des locuteurs particuliers, puisqu'on a affaire des fois de terrorisme islamiste qui comprennent mieux ce qui se passe. Ça, c'est efficace. Et souvent, pourquoi on s'est affaibli par rapport à ça? C'est qu'on a eu des politiques publiques, en raison des politiques d'austérité, qui ont affaibli le service public, dont nos services de police et de renseignement. De votre point de vue, est-ce que ce texte menace l'état de droit? Un petit peu, oui, parce qu'effectivement, il restreint des libertés. Mais en quoi il menace l'état de droit? Non, mais je vais prendre un exemple sur ce que je veux dire, précisément qu'on me comprenne bien. Et je l'ai dit hier au ministre garde des Sceaux. Dernièrement, une des personnes qui a attaqué au couteau, je crois que c'était Rambouillet, est quelqu'un qui a de sérieux troubles psychiatriques. Et quelqu'un qui est allé en prison, qui s'est radicalisé en prison, c'est-à-dire qui est allé en prison pour des faits délictueux qui n'étaient pas liés au fait qu'il était islamiste. Et au sein de la prison, il s'est radicalisé, et à sa sortie de prison, n'ayant pas été suivi sur le plan psychiatrique et s'étant radicalisé, il a à nouveau frappé en faisant cet acte odieux que nous condamnons tous. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait aussi s'interroger sur le fait que, et ça a été constaté par nombre de rapports parlementaires, que la prison aujourd'hui, telle qu'elle est, accueille déjà 30% de personnes ou 25% de personnes qui ont des troubles psychiatriques, qui n'auraient rien à faire en prison, qu'il faudrait traiter à part. Je ne dis pas les mettre en liberté, quoi. Ceux qui nous suivent ne tombent pas dans le panneau qui consiste à dire on veut les mettre dehors, mais traiter dans des structures particulière pour que le trouble particulier qu'ils subissent soit pris en charge, et qu'à l'inverse aussi la prison soit pas un lieu de radicalisation où des gens qui qui ne sont pas liés jusqu'à présent à une religion de manière exaltée et dangereuse en sortent de là. Ça aussi ce serait efficace. On peut en discuter de ça. C'est totalement absent du texte. À l'heure actuelle, la prison est quelque part un lieu de radicalisation. On travaille à ça. Ça m'intéresse et ça nous intéresse. Ça intéresse la société pour nous protéger. Mais justement, il y a près de 200 condamnés pour terrorisme qui vont sortir de prison. Et c'est aussi l'objet de ce texte, c'est de renforcer le suivi de ces personnes-là. Est-ce que là, vous êtes d'accord qu'il faut le renforcer, le suivi de ces personnes qui sortent de prison? Mais ce suivi existe d'ores et déjà. Et par ailleurs, l'idée aussi que quand... Ça veut dire qu'il ne faut pas le renforcer? Pas particulièrement, ou d'ores et déjà, vous savez, c'est pas des gens qui vont se balader librement qu'on va pas surveiller. Ça, mais au-delà de tout ça, bien sûr qu'il faut continuer à veiller à ce qu'ils font, éventuellement veiller à ce qu'il y ait un contrôle judiciaire, mais dans le cadre de l'état de droit. Vous savez, quand on a été condamné pour terrorisme, le renseignement continue à suivre ce que vous faites. Je veux dire, mais là, ça prolonge les mesures individuelles, ça prolonge leur durée, ça les renforce, ces mesures individuelles de contrôle. Est-ce que ça, vous allez le voter? Mais non, mais on est contre ce texte, vous l'avez compris. Vous ne voterez rien? On va voir le débat tel qu'il est. Nous, on porte des amendements, notamment par les services humains de renseignement, mais je veux dire, telle que la tournure qu'a pris le débat, vous avez raison qu'il ne faut jamais, quand on est parlementaire, préjuger, même si on a un désaccord de fond. Mais la manière dont le débat a été posé hier, on a bien vu, qui est un peu au burin, j'ai envie de dire. Mais notamment que le gouvernement ne va adopter aucun renseignement. Notamment sur ce point, vous avez entendu Éric Dupond-Moretti, vous étiez présent dans l'hémicycle hier, il a dit il vous a dit, à vous, la France Insoumise, accepter que des gens qui sont encore dangereux se promènent en liberté, c'est irresponsable et indigne. Je le laisse à ses propos. Moi, ce qui me sidère, c'est que ces gens qui font la leçon sont en responsabilité, que ce soit la droite ou le gouvernement actuel depuis des années, mais viennent accuser encore la France Insoumise du fait qu'en quelque sorte nous soyons nous responsables de la situation. Aucune modestie de leur part. Pour quelle raison, par exemple, sur le sujet d'antiterrorisme, il y a encore des gens qui continuent à frapper, notamment des policiers? Pourquoi des gens qui ont, j'ai évoqué ce cas de quelqu'un qui a un trouble psychiatrique. On pourrait continuer sur, par exemple, les violences faites aux femmes, qui était soi-disant le grand sujet, que monsieur le garde des Sceaux aussi devrait nous aider un peu. Regardez le nombre de cas de gens qui ne sont pas suivis, qui ont frappé leur femme, que leur épouse, hélas, souvent désormais décédée, est allée au commissariat, mais la justice n'a pas suivi, la police n'a pas eu les moyens. Ces gens-là, non. Là, je parle pour le coup de l'arrogance avec laquelle M. Dupond-Moretti s'adresse à nous, ne tire aucun bilan de leur faiblesse, qui pas leur faiblesse personnelle, mais souvent des conséquences des politiques qui mènent, et nous mettent encore sur les genoux la responsabilité des problèmes. Donc tout le monde voit bien que c'est politicien tout ça, totalement politicien. C'est des textes d'agitation, c'est des textes qui n'ont pas d'efficacité, c'est des textes de cache-misère en vérité, souvent des conditions de travail difficiles dans lesquelles travaillent nos renseignements. Et comme je le disais surtout, et on va peut-être arrêter sur cette séquence, c'est que... Mais juste un dernier mot, parce que les choses soient claires, parce que je l'ai dit hier à la tribune, et
je veux que la formule soit claire. Un acte terroriste, c'est pas... Il y a une différence avec ce qu'est un acte criminel, c'est qu'il a une volonté politique, c'est-à-dire de mettre une société sous tension, d'amener à ce que notamment les dispositifs législatifs de la société évoluent. Donc prenons garde, parfois c'est nécessaire de faire évoluer la loi, mais nous-mêmes de ne pas accepter l'agenda que nous fixent les terroristes, en quelque sorte en créant une situation qui vise à souvent notamment montrer une partie de nos concitoyens comme étant des suspects a priori. Là j'évoque plus la loi sur laquelle j'avais beaucoup travaillé sur séparatisme que j'évoquais, c'est que les associations cultuelles d'un certain culte sont surveillées alors que tout démontre qu'en vérité ça n'est pas juste un dernier mot avant de passer à un autre sujet avec Baptiste. Vous allez saisir le Conseil constitutionnel sur cette loi antiterroriste? Oui, c'est Hugo Bernal ici qui s'occupe de ça. On va saisir parce qu'on pense que nombre de libertés publiques sont mis en cause. On va parler du Tour de France. Emmanuel Macron. Le président de la République entame aujourd'hui son Tour de France par le Lot, son Tour de France des régions, qui va le conduire tout l'été dans 10 départements, enfin dans 10 régions. C'est plutôt une bonne chose, non, de voir un président de la République sur le terrain, aller à la rencontre des habitants. Vous devez approuver, j'imagine. Oui, bon, c'est la stratégie du grand râteau là pour les élections qui viennent. Alors il va comme ça passer lisser le territoire national. Bon, non, mais comme président de la République, moi après je suis quelqu'un qui critique la fonction présidentielle qui est très présidentielle en 5e République, donc c'est un peu Sa Majesté va voir ces sujets. Bon, mais l'idée qu'il aille sur le terrain, moi je vais pas la critiquer. Par contre, acceptons l'idée qu'il est en campagne présidentielle. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est le candidat pour vous plus que le président qui se déplace? Voilà, c'est-à-dire qu'il se déplace pour voir quoi? Souvent ce qu'il sait déjà, j'espère, mais il va toucher des mains et il pense que le contact, c'est un homme qui a le contact facile, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est plutôt sympathique. Il y répond, on lui reprocherait de s'enfermer à l'Élysée. Avec Carlito et McFly, qui est honnêtement un service, je ne sais pas ce que vous en avez parlé, mais d'une démagogie effrayante. Enfin là, bref, il se perd, mais c'est la même chose. On s'adresse aux jeunes avec ces deux youtubeurs, où au passage on rigole sur le cannabis et l'usage de la drogue, tout en expliquant que c'est très grave le cannabis et l'usage de la drogue. Chacun, à mon avis, se perd dans tout ça. Là, désormais, il va en province pour voir ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'il va rencontrer sans doute? J'espère qu'il les verra. C'est le fait qu'il y a 10 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté actuellement. C'est le fait qu'à partir du 1er juin, la réforme d'assurance chômage amène à ce qu'on va faire 2,3 milliards d'euros d'économies sur le droit des chômeurs, qu'il y a une vague, la 4e vague, sociale qui arrive. C'est-à-dire, il y a 400 plans sociaux qui sont en place dans le pays avec beaucoup d'entreprises qui parfois, certaines ayant bénéficié d'aides publiques mal ciblées, on en parlera peut-être, mais avec des groupes qui font du profit et qui licencient. J'espère qu'il va voir tout ça, pas seulement des acteurs de LREM, comme c'est parfois le cas, des militants qui vont crier Macron, Macron sur son passage. Bon, on regardera les images attentivement, mais ils nous ont déjà fait le coup, vous savez, d'une mise en scène, comme vous savez, qu'on appelle ça le truc Potemkin, quoi. C'est-à-dire qu'on fait visiter des fausses usines avec la fumée qui sort des cheminées, alors qu'il n'y a rien derrière. Là, c'est parfois le cas, quand Macron se promène, il n'y a que des gens enthousiastes, vive Manu, et puis en vérité les militants sont mis au loin, les CRS bloquent, etc. On observera tout ça. On va parler des aides puisqu'on va parler du budget rectificatif qui est présenté ce matin, Baptiste. Effectivement, le gouvernement présente ce matin au Conseil des ministres un budget rectificatif de 15 milliards de mesures d'urgence pour les secteurs les plus en difficulté. Ça, on imagine que vous allez l'approuver et que vous allez voter ce budget rectificatif. Non, mais aider les entreprises, bon, il faut le faire. Là, globalement, quand même, ce qui se passe à partir de c'est que ça va commencer à être dégressif. Vous avez du mal à dire que vous allez voter un texte du gouvernement, quand même. Parce qu'il y a un effet leurre, surtout ce qui est en train d'être mis en place, c'est que progressivement, les aides vont commencer à baisser, d'accord? Surtout, moi, ce que je regrette, et là où le gouvernement a mené une mauvaise politique et a gaspillé de l'argent public, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est que dans les aides publiques qui ont été accordées aux entreprises, ça n'était pas ciblé. On a un tissu économique qui a besoin d'aide, TPE, PME, indiscutablement, il faut continuer à les aider, et je regrette que là, ça commence à baisser les aides, alors qu'il faudrait continuer à les aider. Donc ces 15 milliards, c'est oui pour vous? Non, mais il y a un gaspillage d'argent public sur lequel, notamment toutes les entreprises qui ont touché des aides publiques, qui ont fait des profits et qui licencient, devraient rendre l'argent. C'est ça que devrait exiger ce budget et le dispositif qui devrait être mis en place. Est-il normal qu'en période de crise du Covid, telle qu'on vient de le rencontrer, les sommes reversées aux actionnaires, les dividendes reversés aux actionnaires de la part de nos grandes entreprises n'a jamais été aussi important, 51 milliards d'euros de dividendes reversés aux actionnaires. Nous, on a proposé une loi anti-profiteur de crise, pour le dire simplement, que toutes les entreprises qui ont fait des surprofits en période de crise se voient un peu raboter les choses, qu'on accepte qu'elles maintiennent leurs profits un peu classiques, mais tout ce qui est du surprofit en période de crise soit redistribué vers ceux qui en ont besoin. Au motif que ça n'est pas fait, vous ne voterez pas le reste? Oui, sans doute, parce qu'en fait, je dis, c'est un texte d'affichage qui vise à masquer en vérité le fait
fait que les aides pour les entreprises vont commencer à baisser et qu'on a gaspillé les mêmes qui mettent ça en place, beaucoup d'argent public qui serait nécessaire aujourd'hui pour continuer à aider nos entreprises. Et enfin, ce que je veux, moi, c'est qu'on ait en place un dispositif d'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits. Parce que vous savez, ce qui est en train d'avoir lieu, c'est des milliers de licenciements qui sont en place et ça va coûter extrêmement cher au pays, sans compter toute une série de mesures sociales. Je ne peux pas oublier de vous dire que depuis hier, c'est le début des expulsions locatives, des possibilités qui recommencent. C'est la fin de la trêve hivernale. Voilà, pardon de le dire mieux que moi. C'est 60 000 familles qui sont concernées. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Je vois des patrons qui en peuvent plus et qui ne sont pas assez aidés. Je vois des gens qui subissent la précarité. Je vois des gens qui basculent sous le seuil de pauvreté. Je vois des familles qui sont en situation difficile et qui risquent d'être expulsées. Voilà ce qui m'inquiète. Un mot sur la PMA, le texte est de retour à l'Assemblée nationale. Là aussi, vous félicitez qu'Emmanuel Macron aille au bout de sa promesse de la PMA pour toutes. Voilà, pour le coup, oui, je souhaite la suppression, je crois, des modifications que les sénateurs ont fait. Moi, je suis favorable à la PMA. Enfin, quand je dis je, c'est l'ensemble de la France insoumise. Ça me semble être un droit et qu'il faut mettre en place. Et c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Il est temps de le faire. Un mot avant de parler politique avec Baptiste, puisque vous parliez de Bénédicte Taurine. C'est votre député de la France insoumise qui a été bousculé assez violemment par les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Hier, Jean-Luc Mélenchon, il a interpellé Jean Castex aux questions d'actualité. Là-dessus, il demande des excuses du gouvernement. Et Jean Castex vous a répondu que la manifestation n'a fait l'objet d'aucune déclaration, que l'occupation était illégale, que les policiers ont été blessés, étaient hospitalisés et que le procureur est saisi des faits. Est-ce que c'est pas plutôt à la justice de s'emparer de ce sujet qu'au gouvernement ? Non, mais que la justice s'en saisisse, c'est une chose. Mais que les choses soient claires. Et quand je dis ça, je le dis au Sénat, et en défendant les sénateurs et les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je dis bien quelle que soit leur couleur politique. Qui n'est pas méprise. L'immunité parlementaire ne doit pas servir à ce que des actes délictueux, personnels, soient protégés. Ce serait scandaleux. Là, ce dont on parle, Bénédicte Taurine, si elle va là, c'est que c'est la Confédération paysanne. C'est une élue de l'Ariège, où il y a évidemment milieu rural, des agriculteurs, etc. Et ils amènent à vouloir la Confédération paysanne occuper une agence pour l'emploi afin de faire pression pour obtenir un dialogue avec le gouvernement. Si elle y va, c'est comme députée politiquement pour accompagner cette occupation pacifique. Immédiatement, la police a débarqué. Moi, j'en veux pas directement aux policiers. Les consignes qui sont données, c'est assez rapidement dégagez-moi tout ça. Alors, et deuxièmement, Bénédicte Taurine portait son écharpe d'élu et on voit les images que vous avez montrées. Le policier la sort brutalement et même la frappe dans le dos et la fait tomber. Moi, je veux dire, ce symbole d'une élue portant l'écharpe, qui se fait frapper par un policier brutalement. En plus, si vous connaissez Bénédicte Taurine, c'est une amie. C'est pas un gros gabarit. Je veux dire, le policier la frappe. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas ma République. Moi, je suis pas d'accord. Et donc, l'interpellation qu'a fait hier Jean-Luc Mélenchon est de dire attention, là, ce climat, ça nous est déjà arrivé, que des députés se fassent verbaliser dans l'Assemblée nationale, qui sont même pas insoumis, que notre collègue Loïc Prudhomme à Bordeaux, une fois aussi, avait pris un coup de matraque sur la tête, etc., etc. Qu'en quelque sorte, il y a des policiers qui n'ont pas, comment dirais-je, le rappel que, attention, quand il y a un parlementaire, il est là sans doute pour essayer de faciliter ou de chercher le dialogue, il est là pour des raisons politiques. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus des lois, mais on doit quand même veiller à ce que le sens politique de sa présence ne soit pas, traité à coups de poing ou à coups de bousculade. C'est important pour défendre la fonction parlementaire. Donc je le dis, amis qui m'écoutaient, je défends pas seulement Bénédicte Taurine, même si c'est une amie. C'est l'idée que quand même le parlementaire, c'est important, c'est un contre-pouvoir, et par définition, le pouvoir doit accepter que quand un représentant de ce contre-pouvoir est là, il peut pas être bousculé. On va parler des régionales en Ile-de-France, Baptiste. Oui, un nouveau sondage qui a été publié hier qui donne encore une fois Valérie Pécresse largement en tête des intentions de vote, devant le candidat du Rassemblement national, devant le candidat de La République en marche, et tous les candidats de gauche sont en retrait. Même Audrey Pulvar repasse sous la barre des 10%. Est-ce que vous n'avez pas l'impression maintenant, à quelques semaines du premier tour, qu'ils sont tous en situation d'être éliminés, en tout cas que cette multiplication des candidatures à gauche est éliminatoire? Alors, moi je vais en faire une lecture, on pourra discuter d'autres régions, positive. Déjà, il faut toujours aller vers la victoire et pas cultiver la morosité. Ce que j'observe, déjà parlons de la candidate qui m'intéresse, Clémentine Autain, qui est à 10% dans les sondages. C'est un joli score qui peut, pourquoi pas, être en tête des listes de gauche que vous évoquez au soir du premier tour. C'est le 20 juin, il faut s'organiser pour aller voter. Merci à Public Sénat de rappeler l'importance de cette élection. Ceux qui m'écoutent, allez voter. Ceux qui peuvent donner un coup de main pour être assesseurs, on a besoin. Il ne faudrait pas qu'une des victimes du Covid soit la démocratie. Deuxièmement, je reviens à mon sujet. Oui, Clémentine Autain peut être, pourquoi pas, en tête de ces trois listes de gauche. Nous nous sommes engagés, nous l'avons répété, à ce que nous sommes favorables à ce qu'elles fusionnent. Et on peut avoir un second tour très ouvert en vérité, où nous pouvons tous rassembler
être à plus de 30%, et pourquoi pas aller battre Madame Valérie Pécresse. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de Monsieur Bardella. Moi, j'essaie de regarder les chiffres. La dernière fois, Monsieur Valéran de Saint-Just était à 18,5 Rassemblement national. Donc en réalité, Monsieur Bardella, qui a droit à des titres, des fois de certains journaux expliquant que le RN progresse, en Ile-de-France, à ce stade, je ne sais pas ce qui sortira des urnes, et dans un score assez classique de ce qu'est le Rassemblement national, anciennement Front national. Et moi, j'observe que au sein des listes écologistes, ce que nous portons, nous, avec Clémentine Autain, France Insoumise et nos amis communistes, et le Parti socialiste, déjà, il y a un effondrement du Parti socialiste. Ça, c'est une caractéristique politique qu'il faudra analyser. La candidate de Madame Hidalgo est au plus mal. Bon, alors, il faudra analyser ça, mais ça peut peut-être dire quelque chose par rapport à d'autres débats. Et nous, on est... Ça veut dire quoi? Que ça va être un problème pour la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle? À mon avis, c'est-à-dire qu'on a... Écoutez, Audrey Pulvar, par ailleurs, que moi j'apprécie beaucoup et à laquelle j'apporte mon soutien, notamment encore dernièrement quand elle s'est fait menacer, intimidée, on va dire, par Monsieur Darmanin pour des propos qui sont quand même... On a le droit de tenir les propos qu'elle avait tenus en disant qu'elle avait vu des choses glaçantes et elle s'était fait menacer d'être traînée en justice. Mais bon, là, je veux dire, elle est sur un toboggan. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est l'élément nouveau. Je rappelle que Monsieur Bartolone, qui portait les couleurs du PS lors de la dernière élection régionale, était à 25%. Cette fois-ci, Madame Pulvar, qui est la candidate de Madame Hidalgo, est à 9%. À bon entendeur, salut. Peut-être que ça veut dire quelque chose. On analysera après. Moi, je me méfie de discuter trop, de débattre trop sur les sondages. Mais juste pour qu'on soit bien clair, Alexis Corbière, parce que vous nous dites, vous souhaitez le rassemblement des listes de gauche, on le souhaitait et vous même pensez dès que le c'est premier tour vis-à-vis de certains. Et vous pensez que c'est Clémentine Autain qui sera en tête? Je le souhaite. Si jamais c'est Julien Bayou qui est en tête, parce que au moment c'est les sondages. Ce sera derrière Julien Bayou. Ça veut dire que vous rangerez clairement derrière Julien Bayou. Il n'y a pas de débat. Ah mais clairement. Non, mais je veux dire, on l'a dit clairement. Clémentine Autain l'a répété. On souhaitait même, avec Julien Bayou, pourquoi pas discuter de liste commune dès le premier tour. C'est eux qui n'ont pas voulu. Comme souvent, nos amis d'Europe Écologie Les Verts ne veulent le rassemblement que derrière eux. Le truc singulier, c'est qu'après, ils nous reprochent à nous, soi-disant la France Insoumise, d'être toujours... Mais eux, bon bref, qu'importe. Là, il y a un premier tour. Moi, je trouve ça pas inintéressant. Il faut observer, il faut faire campagne. On fait campagne. D'ailleurs, au passage, on fera sans doute un meeting le 13 juin à Montreuil avec Clémentine Autain, alors que vous avez peut-être suivi que le préfet nous avait dit qu'il était annulé. Ça aussi, c'est pas normal. Là, vous pourrez le refaire? A priori, tel qu'à l'heure où je parle, je croise les doigts. C'est plutôt en train de bien évoluer pour que cela ait lieu. Je le dis donc à ce micro. Il faut faire campagne. Nous, on n'arrête pas. On est tous les jours sur les marchés et on est aussi engagé, peut-être vous allez m'en parler, sur cette belle législative. Et on va en parler pour terminer, justement. On termine sur les législatives, donc tant pis, je voulais vous parler de la sécurité des régionales, mais allons sur les législatives. Quelles leçons tirer du premier tour de dimanche dernier? Et est-ce que vous êtes très inquiet de voir l'abstention record dans les 4 circonscriptions? Non, mais voilà, on précise peut-être que le premier tour, c'est le Parti socialiste contre la France Insoumise. Là, vous parlez sur les 4 partielles qui ont eu lieu, vous parlez d'une, celle de Paris 20. D'accord. On va parler de Paris. D'accord, vous avez bien raison. Ah oui, l'abstention, 15% de participation, bon, c'est ça le phénomène majeur. Mais au sein, après, de ceux qui sont allés voter, moi, je me félicite du fait qu'il y a mon ami Danielle Simonet, qui est souvent une dirigeante de premier plan de la France Insoumise, qui est au second tour, qui progresse par rapport à la dernière fois, qui va se retrouver face à une candidate socialiste, bon, là encore, qui a reçu d'ailleurs le soutien de la République En Marche. Bon, c'est assez clair. Je pense que ceux qui ont le cœur, là, il y a 2 projets clairement. Le hollandisme qui revient avec cette candidate socialiste, c'est la dernière circonscription, la dernière députée parisienne. Mais ça peut être intéressant que ce soit... Quand vous voyez les communistes soutenir la candidate socialiste? Je le souhaite. Je pense que les électeurs communistes se retrouveront dans la candidature de Danielle Simonet, qui est celle qui est la plus proche, évidemment, de ce que pensent les communistes, dans les luttes. Mais vous avez lu le communiqué du Parti communiste qui invite... Celui de la section du 20e arrondissement? Non, celui national, qui invite ses électeurs à se rassembler derrière, pour faire élire, je cite, les candidats de gauche les mieux placés dans les circonscriptions. Alors, je pourrais ironiser que la candidate de gauche dans le 20e arrondissement, c'est Danielle Simonet. Mais je vais être clair, je vais pas le dire, ça c'est une petite plaisanterie, mais je veux dire clairement, et j'arrêterai là, parce que surtout, moi je veux pas polémiquer, les communistes sont libres de leur décision. Moi, si c'était un communiste face à une candidate socialiste, j'appellerais à voter communiste très clairement. Voilà. Donc chacun après en tirera les conséquences. Je n'aurais aucune ambiguïté, je serais très clair. Pour moi, le projet que porte... Vous regrettez cette déclaration du Parti communiste? Je regrette rien. Maintenant, c'est une dynamique qu'il faut créer. Daniel le fait. Ce soir, il y aura Jean-Luc Mélenchon qui sera dans le 20e arrondissement à 17h20 pour soutenir Danielle Simonet. On sera là. Et moi, toute la semaine, j'y étais déjà allé. On va y aller. Elle peut gagner. C'est ça qui est intéressant. Honnêtement, c'est un événement politique. S'il y a une insoumise de plus à l'Assemblée nationale, le fait qu'il y ait une socialiste de plus pour s'abstenir sur beaucoup de textes, etc.,
me semble pas être quelque chose de majeur. Donc les amis, surtout, au-delà de ce que font les uns et les autres, il y a 15% de participation au premier tour. Il faut que la participation augmente de manière générale. Moi, je suis un républicain qui pense que le souverain, c'est le peuple. Il faut aller voter. Et je répète, cher Oriane, parce que vous le faites ici régulièrement, le 20 juin, élection régionale, on a besoin de gens, impliquez-vous, on a besoin d'assesseurs. Moi, je ne veux pas que cette élection soit aussi à minima, c'est ça qui m'inquiète. Et beaucoup d'appareils politiques se félicitent qu'il y ait une faible participation parce que leurs petits réseaux permettent d'obtenir des scores. Moi, je suis pour que le peuple vienne. Voilà, et rappelons-le, 20 et 27 juin, élection régionale. Et vous avez raison, on en parle beaucoup dans cette émission. On va continuer à en parler d'ailleurs tout de suite de ces régionales et ces départementales. Mais je vous remercie d'abord, Alexis Corbière. Merci de m'avoir invité. D'être venu. Et on passe justement au club des régionales.